Disons que haine et affection coexistent en permanence et qu'il faut considérer cette ambivalence fondamentale de la famille. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il en est si l'on revient vers l'élite politique? Alors, d'abord, il faut savoir, le vocabulaire de la parenté est très largement utilisé au-delà du cercle de la parenté comme base dans les relations interpersonnelles plus générales. Vous savez tous que tanti, tati ou tonton sont devenus des termes qui vont bien au-delà de la famille, qui sont utilisés par respect pour des personnes plus âgées, que grand frère, ma sœur, mon fils sont également utilisés bien au-delà du cercle familial dans les relations interpersonnelles plus larges, sans parler même bien sûr de la parenté à plaisanterie, qui est au départ quelque chose dont parfois on oublie que son lieu c'est la famille, c'est la relation entre cousins croisés, entre basseilles, entre Hassaïsé et Hawaïsé, c'est vraiment entre les enfants respectifs d'un frère et d'une sœur. C'est le cœur même de la parenté à plaisanterie et qui est évidemment étendu après dans les relations entre groupes dits ethniques de type Songhai Touareg, Zerma Maori et compagnie. Ok, alors de même, l'opposition entre Niaïsé, la solidarité, Babisé, la rivalité est utilisée dans le langage courant au-delà de la famille, dans les relations interpersonnelles, où que ce soit. Même ce qui n'unissent pas des gens qui sont membres de la même famille. Et donc, Babisé vraiment signifie la jalousie, la rivalité, et Niaïsé signifie l'entraide et la solidarité. Alors, là aussi, si vous voulez, les proverbes s'attachent à décrire les rivalités entre personnes proches. Si les pieds sont l'un près de l'autre, ils se font des croche-pieds, etc. Bon, il y en a un, mais j'arrive plus à retrouver la formulation exacte. Bon, si tu te fâches avec tes fesses, il faut que tu t'assoies sur ton coccyx. Bon, des choses comme ça. Je passe maintenant au monde politique lui-même. Alors, à propos des politiciens, on parle assez peu de Niaïsé Tarey, on parle beaucoup de Babisé Tarey. C'est quelque chose qui est couramment utilisé, dans la mesure où la rivalité est une composante structurelle du monde politique. Mais quand on dit Babisé, ce n'est pas tellement que l'on désigne la compétition entre partis politiques, qui au fond n'a rien de très normal, mais plutôt des formes de rivalité interne au sein des partis politiques, qui sont aussi un trait structurant de la politique nigérienne. Nous avons fait souvent dans nos différentes enquêtes au LASDEL des biographies de militants, de cadres de partis dans les campagnes, loin de Niamey. Et bien souvent, les gens qu'on voit dans un parti, si on leur demande leur biographie, ils ont déjà fait 3 ou 4 partis avant. C'est quelque chose d'extrêmement banal. On doit donc, cette sorte de ce transhumance, le terme qui est employé, est extrêmement fréquente chez les cadres moyens voire supérieurs des partis. On sait, la règle est encore un peu celle-ci, tout dirigeant, que ce soit à l'échelle locale comme à l'échelle nationale, s'il est mécontent des décisions de son parti à son égard, n'hésitera pas à le quitter avec sa clientèle électorale pour un autre parti, parfois ennemi déclaré de celui qu'il vient quitter, ou pour en fonder un autre. C'est un trait permanent. Alors les raisons de ces scissions et de ces changements de veste sont quasi permanents, sont presque toujours de type personnel, et ne dérivent presque jamais de divergences programmatiques ou de désaccords politiques proprement dits. Les raisons que nous avons, par exemple, identifiées à travers les nombreux travaux que les chercheurs de l'ASDEL ont fait sur les arènes politiques locales, c'est par exemple, je quitte le parti parce que je n'ai pas été désigné comme tête de liste pour des élections, parce que ce n'est pas moi que l'on a mis désigné comme maire au sein de l'alliance qui a gagné, parce que je n'ai pas été affecté à la tête de tel service ou de telle direction, parce que je n'ai pas été affecté par les cadres du parti à un poste rémunérateur, parce que je n'ai pas été nommé ministre à la tête d'un ministère juteux, parce que je n'ai pas obtenu un marché public qui récompensait mes services auprès du parti. Et donc ce sont autant de raisons de ces virages, de ces ruptures, de ces changements de parti. Et chacun peut, évidemment ici, a en tête de nombreux cas. Juste un autre exemple dans ce cas-là, nous avions relevé, c'était il y a quelques années, mais c'était significatif, dans la première mandature des maires, donc entre 2004 et 2009, dans près de 2 tiers des communes, il y avait eu de tentatives de destitution du maire par des gens issus de sa majorité. Évidemment. Dans près de 2 tiers. Et dans près d'1 tiers, ça avait abouti. Vous imaginez
ce que ça veut dire comme Babizet-Talay à l'intérieur des élites politiques municipales. Mais c'est les maires, leur propre majorité, des gens issus de leur majorité qui voulaient destituer le maire. Alors, il est clair que les conflits politiques au Niger, souvent, relèvent de conflits de proximité, que ce soit au sein d'une même alliance ou au sein d'un même parti, voire parfois d'une même faction. Ce sont donc des conflits de Babizet-Talay. Tout camarade de parti peut devenir demain un rival ou un ennemi politique. Et toute alliance est réversible d'une certaine façon. Là aussi, il y a un proverbe que je peux vous citer. « Nankan ni bakogo kul ni wangago ». Partout où tu as un ami, tu as aussi un ennemi. Et l'un peut à tout moment devenir l'autre. Alors, une façon de mieux comprendre ça, c'est les conflits de chefferie, parce qu'ils sont exactement à l'interface entre le monde familial et le monde politique national. Une chefferie de canton, la succession d'un chef de canton n'est pas simplement qu'une affaire de canton, c'est une affaire politique nationale chez nous. Et elle est évidemment marquée par ces rivalités entre candidats de la même famille, entre Babizet. Et il faut savoir qu'au-delà même de la chefferie de canton proprement dit, la culture chefferiale, la façon chefferiale de gérer les affaires en quelque sorte, est devenue, c'est une chose que j'avais aussi mise dans un article, dans un journal il y a assez longtemps, et c'est étendu à l'administration elle-même. Autrement dit que beaucoup de directeurs de services, de ministres, se comportent comme des chefs de canton, comme si leur service était leur canton, comme si c'était leur propriété privée, avec ce que cela veut dire comme courtisans autour d'eux, comme non-différenciation entre la caisse publique et la caisse privée, ce qui est une caractéristique de la chefferie de canton. Il n'y a pas un budget de la chefferie de canton. L'argent du chef, c'est à la fois l'argent de la chefferie et son argent personnel. Et donc, toutes aussi les caractéristiques de clientélisme. Et donc, quelque part, le mode de gouvernance chefferiale s'est étendu au-delà de la chefferie à toute l'administration de notre pays, je trouve, à divers égards, y compris avec son histoire de Babizet. Il faut dire que ce n'est pas simplement du côté de l'élite politique, mais aussi du côté de la population. On attend d'un chef de service, d'un nouveau ministre, qu'il se comporte comme un chef de canton et qu'il redistribue à l'image d'un chef de canton ses faveurs et des ressources. Alors, je pense que dans le fait que le terme de Babizet-Talay est si souvent employé dans le monde politique, ce n'est pas simplement un emprunt sémantique, anecdotique au vocabulaire de la famille, mais c'est qu'il y a une vraie affinité structurelle entre ce qui se passe dans l'espace familial et ce qui se passe dans l'espace politique. Dans ces deux univers, il y a au fond des processus du même ordre. D'ailleurs, je vais en prendre une autre confirmation. Pour désigner la rivalité entre politiciens, on peut employer non seulement l'expression de Babizet, mais l'expression de Weike, coépouse. Les politiciens sont entre eux comme des coépouses. C'est une figure qui est couramment utilisée pour parler d'eux, pour parler des conflits de proximité. Au fond, on pourrait dire, en prenant le concept d'arène que nous utilisons souvent dans notre langage scientifique et qui est inspiré d'un anthropologue anglais, que la famille étendue, comme l'élite politique, sont deux arènes qui ont des propriétés relativement semblables. Pas évidemment analogues, mais qui ont des propriétés semblables. Et que les deux sont marqués par la coexistence extrêmement instable de l'amitié et de l'inimitié, de l'entraide et de la rivalité, de l'alliance et du déchirement. Alors, je voudrais terminer par une excursion dans un autre domaine qui pourtant nous ramène à ces deux mondes, qui est le domaine des entrepreneurs magico-religieux. Ce qu'on appelle chez nous les immas, les boris, alphagas, gunakoy, les devins, les spécialistes du magico-religieux. Pourquoi Sachant qu'ils utilisent parfois ce que l'on a parfois appelé animisme ou fétichisme, mais parfois aussi islam ou un certain islam, et souvent un peu des deux. Pourquoi? Parce que ce sont des recours permanents face au complot supposé des proches. Et que ces proches soient les proches politiques ou les proches familiaux. Et qu'ils alimentent à leur tour les soupçons contre l'entourage. C'est un sort de cercle infernal. Et ce sont en quelque sorte des accélérateurs de Babizet-Talay. Alors je vais voir du côté famille et du côté politique. Du côté famille, on sait que les épouses sont une clientèle assidue de ces entrepreneurs magico-religieux.
On leur demande non seulement d'avoir une grossesse réussie, non seulement de garder l'amour du mari, mais aussi, voire surtout, de les protéger contre les manœuvres de leur coépouse. On pourra même solliciter que telle ou telle coépouse avorte ou soit répudiée par le mari. Ce sont des causes fréquentes de consultation. Très nombreuses sont les femmes, vous le savez probablement comme moi, qui vont voir en catimini ce que j'appelle un entrepreneur magico-religieux pour qu'il rende leur mari doux comme un mouton. Je ne sais pas si vous êtes doux comme des moutons. Ces commerçants en pratiques occultes ont toujours en stock, évidemment, les charmes, les talismans, les incantations, les gris-gris, tout ce que vous voulez nécessaire, les talismans. Mais ce sont eux aussi qui reproduisent et redéveloppent la mécanique du soupçon, la mécanique de la contre-attaque. Une femme vient les voir. Elle est malade, disons, de façon inexpliquée, ou ses enfants n'ont pas de bonnes notes à l'école, ou elle a fait une fausse couche, ou son commerce périclite. Tout devin, tout magicien, tout marabout qui se respecte aura le même type d'explication. C'est ta coépouse qui t'a marabouté, ou qui t'a envoûté, ou qui a fait travailler contre toi un autre magicien. C'est ta rivale qui t'a envoyé ceci, cela. Maintenant, passons du côté monde politique. Une élection se profile. Une élection se profile. Les hommes politiques, à leur tour, se pressent chez ces mêmes entrepreneurs magico-religieux, quels qu'ils soient, pour gagner, pour éliminer leurs concurrents, mais aussi pour éviter qu'il y ait des traîtres dans leur rang, qu'un de leurs camarades prenne leur place, pour que leur soutien ne les abandonne pas, pour que leurs amis ne retournent pas leur veste, pour que ceux qui ont pris des engagements d'amener leur voix ne se dédisent pas et n'allent pas chez le concurrent. Et ici aussi, les entrepreneurs magico-religieux alimentent la mécanique du soupçon. Dans ton entourage, il y a quelqu'un qui veut prendre ta place. Dans ton entourage, il y a un révèle, quelqu'un veut faire un coup d'état politique bien clair derrière, et par ces intrigues de babisé. Et c'est justement ça le reproche qui est fait à l'élite politique par une partie de plus en plus importante de la population, qui dit cette élite ne pense qu'à elle-même, elle n'est intéressée que par le gain du pouvoir et son maintien au pouvoir, elle ne songe qu'à s'enrichir, elle ne songe qu'à se déchirer pour des postes, des ressources, des privilèges. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il existe face à ce découragement assez général comme discours de rupture? Je crois qu'il n'existe que deux discours de rupture. Donc, de discours de rupture par rapport à ce babizé-talay généralisé du monde politique nigérien. Alors, le premier discours de rupture, c'est ceux qui regrettent le sens perdu du bien public, qui appellent à renouveler profondément les élites, qui voudraient développer l'esprit civique, qui appellent à une réforme en profondeur de l'État, qui veulent développer aussi, qui demandent aussi plus de tolérance. Et peut-être cette vision est alimentée parfois par la persistance du mythe de quelqu'un comme Thomas Sankara. Et d'autres, au contraire, leur discours de rupture est complètement différent. Ils rêvent d'une Oumma politique, ils souhaitent la venue. Je pense que babizé-talay est un terme que le professeur Jean-Pierre Olivier de Sardan a utilisé pour expliquer les rivalités politiques dans la société nigérienne. Donc il part d'un constat, c'est que toutes les familles nigériennes, en tout cas presque, sont des familles divisées perpétuellement en conflit. Et il essaie de montrer comment ces conflits-là finissent par se transposer sur la scène politique et même au niveau de la gestion des affaires publiques. Donc voilà en résumé ce que Jean-Pierre veut dire par babizé-talay et le lien qu'il fait avec la politique nigérienne. Oui, il l'a dit, je pense qu'il ne faut pas prendre la notion de coépouse de façon isolée. Il essaie de faire ce qu'on appelle dans notre terme une sorte d'analogie en fait. Et il fait une transposition. On retrouve aussi l'équivalent des coépouses dans les partis politiques, même au sein du même parti politique, il l'a dit. Vous avez des sortes de rivalités, des sortes de coépouses, des sortes de factions qui essaient, comme il a dit, de tirer tout ce que vous faites vers le bas. Ça, c'est une réalité aussi bien nigérienne que je serais tenté de dire un peu universelle.
Mais lui, il a pris le cas du Niger, mais on retrouve les mêmes phénomènes, même hors de la société nigérienne. Oui, les conférences du LASDEL sont des conférences mensuelles, on les appelle les mardis du LASDEL. Donc, tous les mardis, enfin un mardi de chaque mois, nous essayons d'organiser une conférence sur des thématiques bien précises. Et essentiellement, ces thématiques-là proviennent de nos résultats de recherche. Vous savez que le LASDEL est un centre de recherche en sciences sociales. Donc ce sont les résultats de ces recherches-là que nous essayons de partager avec le public. L'effort ici consiste à créer de l'animation scientifique. Vous n'êtes pas sans savoir que on a de moins en moins d'animation scientifique dans nos espaces universitaires, alors que la demande est là, le besoin existe. Nous avons des étudiants qui ont besoin, bien entendu, d'avoir, en tout cas, de disposer des résultats de recherche. Donc le LASDEL fait des efforts pour organiser des animations, en tout cas tant qu'il le peut, quoi. Non, les conférences sont publiques et elles sont ouvertes à tout le monde. Évidemment, tout dépend des thématiques. Par exemple, si vous avez une thématique sur la religion, je pense que les religieux sont le premier auditoire qui est concerné. Aujourd'hui, c'est sur les questions de politique. Mon souhait, moi en tout cas, j'aurais bien aimé voir les hommes politiques présents dans cette salle, parce que le débat porte sur les questions politiques. Mais évidemment, les jeunes peuvent être concernés, parce que dans la salle, je pense que 20% de l'auditoire est constitué de jeunes étudiants. Et je pense que cette conférence participe aussi de leur formation universitaire, notamment en sociologie politique ou en sciences politiques.